Il y a 100 ans, 11 novembre 1918, le 11e jour du 11e mois à 5 heures, une page d'histoire s'écrit dans cette clairière. L'armistice est signé dans le train de Rotonde à Compiègne. Dans quelques minutes, ce sera au tour d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel de prendre place à bord du fameux wagon. Une rencontre historique pour le couple franco-allemand, un moment qui promet d'être particulièrement émouvant et que nous allons vivre ensemble en direct. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale à suivre sur France 3 et TV5 Monde, de la guerre à la réconciliation. Pour commenter et mieux comprendre la portée de cette cérémonie sur ce plateau, 3 experts. Notre journaliste Dominique Patinec, bonjour. Bonjour, Une grande spécialiste de 14-18, l'historienne Marjolaine Boutet. Bonjour. Bonjour. Et le correspondant d'Arte à Paris, Patrick Schulze-Heils. Bonjour à vous et merci beaucoup d'être avec nous. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre cet événement au plus près. Nous rejoindrons en direct Florence Maby de Poncheville et Thibaut Risman dans la clairière de Compiègne. Julien Bugier à Paris, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, aura lieu une cérémonie exceptionnelle demain en présence de 70 chefs d'État et de gouvernement. Mais tout d'abord, on rejoint Florence Maby de Poncheville à Rotonde, où le président de la République est attendu aux alentours de 15h25. Mesdames, Messieurs. Oui, Verna, un président de la République, on vient de me le dire, qui est annoncé avec à peu près 10 minutes de retard. Alors ici, à la clairière de l'armistice, la pluie vient de s'arrêter et vous le voyez derrière moi, le public est là. 1 minute de silence a déjà été respectée. Les hymnes nationaux ont retenti. Derrière moi, vous voyez énormément d'enfants des écoles primaires de Compiègne, des lycéens français et allemands qui liront des textes, les officiels que vous pouvez voir. Et puis ici, l'allée, ce qu'on appelle l'allée de la victoire, où la brigade franco-allemande sera passée en revue par Angela Merkel et le président Macron. Ici, la population de Compiègne, qui a tenu à être là, elle vient tous les 11 novembre et elle a tenu à participer à ce centenaire. Et puis Thibaut Risman qui sera au wagon de l'armistice, qui vous fera vivre de l'intérieur, vous fera découvrir ce wagon de l'armistice. Je serai pour ma part avec des lycéens français et allemands, symbole de cette paix, de cette réconciliation 100 ans après, qui nous raconteront un petit peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. À tout de suite, Virna. Merci beaucoup, Florence, et on revient vers vous dans quelques minutes. Marjolaine Boutet, comment est vécue cette journée du 11 novembre dans les familles françaises? Parce qu'on va le voir dans les grandes villes comme à Paris, c'est la joie, mais dans les familles, comment ça se passe et comment on l'apprend? Alors le 11 novembre à 11 h, les cloches retentissent dans tous les villages et dans les familles, c'est d'abord le soulagement. Le soulagement de voir les combats cesser, d'espérer la fin des deuils et puis déjà l'espoir que cette guerre soit la der des der et que le monde que la victoire de la France va permettre de construire soit meilleur pour les générations à venir. Voilà pour les familles. Et alors, du côté de la ligne de front, Dominique, c'est la joie, c'est le soulagement qui domine? Eh bien, ça dépend de quels soldats on parle. On va voir tout de suite des images des soldats américains. L'Amérique, c'est Hollywood. Elle sait mettre en scène cette fin de la guerre. On va filmer les soldats qui sautent de joie, qui échangent des casques, des casquettes avec les soldats allemands. Ça, c'est le côté américain. Mais c'est un peu de la romance. Côté français, ça ne se passe pas du tout de cette manière-là. Il y a énormément de pudeur chez les soldats français. Ils se battent depuis 4 ans. Ils ont vu tomber beaucoup de leurs camarades. Alors souvent, on échange des poignées de main, sans parfois même se dire un mot. On débouche une bouteille, si on en a, mais on reste très prudent aussi, parce qu'il faut rappeler que cet armistice, c'est un cessez-le-feu. On garde les armes parce qu'on est susceptible de reprendre le combat. Ça n'est pas encore la paix. Des moments qui ont donc suivi la signature de l'armistice dans le train de Rotonde, où se rendront dans quelques minutes Emmanuel Macron et Angela Merkel. Thibaut, vous êtes à côté de ce wagon et il s'agit en fait d'une reconstitution. Et oui, Virna, ce wagon de la Compagnie internationale des wagons-lits est une reconstitution. Bonjour à tous et bienvenue ici à côté de ce wagon qui porte donc le numéro 2419. Ce wagon a réellement roulé entre Paris et Deauville, mais c'est une reconstitution parce que dans ce wagon, qui est la réplique exacte de celui dans lequel a été signé l'armistice, qui faisait office finalement de poste de commandement avancé, c'était l'équivalent des centres opérationnels actuels, et bien dans ce wagon, figurez-vous, Hitler a décidé en 1940 de faire signer aussi l'armistice. Et du coup, il l'a ramené à Berlin, en Allemagne, et il a brûlé là-bas. Et ne sont restés ici que les objets qu'on a pu récupérer ici et là, les cendriers, les encriers notamment. Et c'est autour de cette table que la chancelière Angela Merkel et le président de la République Emmanuel Macron viendront signer le fameux
livre d'or. Les caméras sont prêtes pour filmer cet échange avec les micros posés un petit peu partout. Je vais donc, en toute modestie, m'asseoir à la place présidentielle et attendre le fameux livre d'or sur lequel ils devront signer. Mais pour le moment, on n'a pas de nouvelles de ce livre d'or. Il est tenu secret, protégé bien évidemment par les services de l'Élysée. Mais les caméras seront là tout à l'heure pour vous le montrer, ce livre d'or. À tout à l'heure. Et oui, on attend le livre d'or. On attend aussi le président de la République. Son arrivée était prévue vers 15h25. Finalement, il aurait donc une dizaine de retard. Il devrait arriver sur place dans cette clairière vers 15h35. Et puis, il accueillera la chancelière, Angela Merkel. Alors, Dominique Patinec, comment s'est déroulée la signature de l'armistice dans ce wagon? Quelle était l'ambiance? Eh bien, l'ambiance, elle était glaciale. Foch avait décidé de prendre à froid les délégués allemands venus le rencontrer. Et donc, quand ils arrivent, il sait très bien à qui il a affaire, mais il dit d'abord « À qui ai-je l'honneur de parler ? Quel est l'objet de votre visite ?» Évidemment, les Allemands sont un peu surpris par cet accueil. Ils bredouillent « Nous venons recevoir les propositions des puissances alliées. » Foch répond « Je n'ai aucune proposition à faire. Demandez-vous l'armistice. » C'est vraiment le bras de fer, le rapport de force d'entrée. Il veut leur faire dire dès le départ, nous demandons l'armistice, et c'est ce qu'il va obtenir. Et il n'existe qu'un seul moment, qu'un seul document de ce moment historique, et c'est une photo. Oui, effectivement, Foch voulait que tout se passe dans la discrétion. Son QG se trouvait à Senlis, à quelques kilomètres de là à ce moment-là, mais il décide de ne pas recevoir les Allemands à Senlis parce que c'est une ville martyre qui a été largement attaquée par les Allemands en 1914, des centaines de maisons brûlées. Donc, les gens des chemins de fer lui trouvent cet endroit discret, en forêt de Compiègne. Et là, les caméras de l'armée ne sont pas autorisées, les photographes de l'armée non plus. Il consentira juste à une seule photo, une fois la paix signée, dans laquelle on le voit avec les représentants britanniques et puis l'ensemble de son staff. C'est la seule photo qu'il accorde, qui n'est pas de très bonne qualité d'ailleurs. Il y a quand même une image film qui existe de ce jour-là, et encore une fois, ce sont les Américains qui l'ont prise. Ils ont filmé le wagon de l'armistice après son départ de la clairière de Rotonde, quand il passe en gare de Compiègne, et c'est une image qui est vraiment émouvante parce que là, on voit la joie des poilus qui viennent d'apprendre que la guerre est terminée. Et qui regardent ce train passer. Retour en 2018. Vous le savez, cette journée marque aussi la fin du parcours de mémoire d'Emmanuel Macron sur les terres du nord et de l'est de la France. Parti de Strasbourg dimanche, le président de la République s'est rendu dans des lieux symboliques du carnage de la Grande Guerre. Il est le premier président à s'être rendu à Morhange, en Moselle, où 27 000 poilus sont morts en une seule journée. Il était mardi à Verdun, jeudi à la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais, puis dans la Somme, à Thiepval avec Theresa May. On l'attend toujours actuellement dans la clairière de Rotonde à Compiègne. Direction demain Paris, où l'on rejoint Julien Bugier, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe. C'est ici qu'aura lieu une cérémonie exceptionnelle, Julien. Oui, absolument, avec, regardez, un point de vue absolument exceptionnel, un point de vue au plus près des événements. On se trouve à quelques dizaines de mètres de l'Arc de Triomphe. Bonjour Vierna, bonjour à tous. C'est véritablement un moment d'histoire qu'on s'apprête à vivre ensemble demain, avec une cérémonie inédite de par son ampleur. 70 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents. C'est tout simplement du jamais vu pour une commémoration de ce type. Vladimir Poutine, Angela Merkel, Donald Trump évidemment, Theresa May, la quasi-totalité aussi des dignitaires africains dont les troupes ont pris part au conflit lors de cette grande bataille de 14-18. Et puis, c'est sous cet arc de triomphe que sera rendu un hommage aux soldats inconnus, notamment ce même arc de triomphe qui a vu passer, il y a 100 ans maintenant, les poilus de retour du front, de retour des tranchées. C'était une grande fête à Paris, il y avait plus de 2 millions de personnes dans les rues, donc on va suivre tout ça évidemment, et puis ce sera un moment diplomatique et un moment politique important. Vous savez qu'il y a des tensions dont on parle de plus en plus entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. On suivra donc les propos des uns et des autres et évidemment la teneur du discours d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Julien, on vous retrouve d'ici quelques minutes et il semble que sur place les choses commencent à bouger. On a vu un cortège de voitures arriver, il se pourrait bien que tout le monde se met en place pour accueillir le président de la République d'ici quelques instants. Voilà, vous le voyez, des motards. Voilà, on va retrouver Florence Mabille sur place. Est-ce que vous en savez plus, Florence, sur cette arrivée du président ?
Eh bien, je vous confirme qu'effectivement, le cortège présidentiel est en train d'arriver. Ici, on nous a demandé de respecter le silence, ce qui explique que je ne parle pas très fort. En attendant que le cortège se mette en place, je serais peut-être amenée à m'arrêter. Je vais vous présenter Johan et Christina. Johan est français, lycéen à Compiègne. Christina est lycéenne à Bonn. Et ils vont lire tous les deux un texte. Christina dans la langue de Goethe et Johan en français autour de cette dalle sacrée qui se trouve derrière nous. Christina, vous êtes allemande, d'être ici à la clairière de l'armistice. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un grand honneur d'être ici et en plus c'est une façon de vivre la paix parce qu'on a signé l'armistice il y a 100 ans et aujourd'hui c'est une façon, oui, de vivre la paix et d'être ici ensemble en tant que Français et Allemands. Pour vous, les Français et les Allemands sont vraiment un axe de réconciliation de l'Europe, une force pour l'Allemande, pour l'Europe. Comment vous voyez les choses? Pour moi, l'amitié franco-allemande, c'est très très important. Et moi, je ressens vraiment l'amitié en tant qu'élève qui fait la BIPAC. Je vis l'amitié et oui, c'est une force très importante pour l'Europe. Et vous, Johan, être ici, lire un texte en français, qu'est-ce que vous ressentez? Vous connaissez, vous êtes familier de cette clairière, puisque vous êtes d'ici, vous venez tous les 11 novembre, vous me l'avez dit? Oui, alors c'est vraiment un très grand honneur. Ma mère, ce matin, me parlait que son arrière-grand-père, qu'elle a connu, lui a fait la guerre de 14-18, donc c'est vraiment un très très grand honneur. 100 ans après, on est dans quoi quand on a 17 ans, qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est assez émouvant quand même, parce que se dire que ici a été signée la fin d'une grande guerre meurtrière, c'est pas rien, quoi. Ça fait vraiment quelque chose, c'est vraiment très important. Et je suis très très fier de pouvoir commémorer cet événement. Si le président Macron est en approche, s'il devait vous parler, si vous êtes amené à lui parler, vous auriez envie de lui dire quoi? Déjà que je trouve très très bien de célébrer l'armistice tous les ans. Parce que c'est son itinérance de mémoire aussi. Voilà, c'est ça, c'est quand même quelque chose de très très important, le devoir de mémoire également. Donc je serais très enchanté de le rencontrer, oui. Christina, Johan, on vous attend. J'essaierai de retrouver Johan et Christina qui vont peut-être être amenés à rencontrer Angela Merkel ou le président Macron de façon à improviser. Voilà, et je peux vous dire qu'effectivement, le président Macron est en approche d'ici quelques temps ici à la clairière de l'armistice Virna. Eh bien, vous revenez quand vous voulez vers nous, Florence. On l'a compris, un grand honneur, un grand moment d'émotion pour ces lycéens. Alors, on évoquait tout à l'heure cette journée si particulière du 11 novembre 1918 dans les familles, dans les villes françaises, sur la ligne de front également. Mais alors Dominique, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, évidemment, c'est un jour de défaite. Mais ce qu'on va voir, ce sont des images intéressantes. C'est le retour des soldats allemands à Berlin. Et ces soldats, ils sont accueillis en héros, comme s'ils avaient gagné la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce 11 novembre, quand le conflit se termine, la ligne de front, elle est en France, elle est en Belgique, mais elle n'est pas en Allemagne. Et ça va vraiment induire un comportement très particulier de la population, des chefs militaires et des hommes politiques. C'est la fameuse idée du coup de poignard dans le dos. Les chefs n'admettront jamais la défaite en disant qu'ils ont été trahis par l'arrière. Et la population aussi a du mal à imaginer qu'elle a perdu cette guerre. Ces hommes sont vraiment accueillis comme s'ils n'avaient jamais été vaincus. Ce sont exactement les termes qui sont repris à l'époque. Et alors, le jour de la signature, Marjolaine Boutet, les Français ne sont pas rentrés sur le territoire allemand. Où sont-ils ? Eh bien, ils ont libéré le territoire français qui est quand même occupé pour le nord et l'est de la France depuis 4 ans et une occupation qui a été assez dure, oubliée depuis l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la priorité, c'est vraiment de libérer le territoire. La Belgique aussi a été occupée, il faut la libérer. L'entrée dans le territoire allemand n'est pas la priorité de l'état-major. C'est surtout de faire pression sur les Allemands pour qu'ils signent l'armistice. Parce qu'effectivement, le territoire allemand n'est pas envahi, mais le Kaiser a abdiqué le 9 novembre, donc 2 jours plus tôt, et la révolution bolchevique menace partout en Allemagne. Et il s'agit vraiment de sauver la nation au niveau politique, au niveau national, de la menace bolchevique. Et c'est pour ça que Hindenburg, même s'il le nie par la suite, presse sa délégation pour qu'il signe au plus tôt l'armistice. Et il semblerait, merci beaucoup Marjolaine Boutet, il semblerait
que le président de la République arrive en ce moment même sur place. Patrick Schulze-Heils, ça représente quoi le 11 novembre en Allemagne? C'est commémoré ou pas? Ben, j'ai l'impression qu'on commémore plutôt actuellement en France. On voit les jeunes qui sont à Compiègne, il y a la chancelière qui va bientôt arriver. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier il sera à Londres demain pour commémorer également avec des parties de la famille royale cet armistice. Et en Allemagne même, on va sonner les cloches. Il y a une centaine d'églises qui vont apparemment sonner les cloches pour commémorer la fin de la guerre, ou plutôt l'armistice. Mais les Allemands, ils ont un rapport plutôt éloigné normalement avec le 11 novembre. Parce que pour nous... vous voyez sur ces images, excusez-moi, oui, je vous interromps, mais on voit voilà, le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient de descendre de sa voiture. Il a été accueilli par la secrétaire d'État aux armées, Geneviève Darrieussecq. Ici, il me semble qu'il s'agit du maire de Compiègne, c'est bien ça. Il est accueilli par de nombreux députés et sénateurs de l'Oise. Philippe Marigny, donc, et puis Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de l'Oise. Monsieur le Président. Voilà, et ensuite, dans quelques minutes, ce sera bien au président d'accueillir la chancelière allemande, Angela Merkel, voilà, première dirigeante de l'Allemagne fédérale à se rendre sur ces lieux. C'est pour cela que c'est un événement éminemment symbolique, c'est véritablement une page d'histoire. C'est par ailleurs la deuxième fois seulement que le couple franco-allemand va commémorer ensemble l'armistice. Ils vont remonter la Grande Allée. La brigade franco-allemande va leur rendre les honneurs. Il y aura le passage en revue des troupes, la présentation de ces troupes. Et puis on l'a dit tout à l'heure, la lecture des lycéens, l'un français, l'autre allemand. Emmanuel Macron et Angela Merkel devraient dévoiler une plaque commémorative. Le maître mot de la journée, on l'a bien compris, Patrick Schulze-Heils, ce n'est pas la victoire, c'est la réconciliation. Oui, je pense que, comme vous l'avez déjà évoqué toute la semaine dernière, il y avait l'itinérance du président. Donc il a visité les lieux dévastés par la guerre, commémoré les sacrifices des Français. Et aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est avec la chancelière. C'est un grand honneur pour la chancelière allemande de venir là-bas pour ouvrir un nouveau chapitre demain qui regarde un plus vers le futur. Il y aura le Forum de la paix qui va commencer à Paris. Et c'est la chancelière allemande qui va ouvrir ce forum avec un discours. Voilà. Aussi vu évidemment Emmanuel Macron saluer Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui n'hésite pas à lui décocher des coups de patte en ce moment. Ah oui, oui, c'est assez régulier. On va retrouver peut-être Thibaut Rissmann sur place, qui est auprès du conservateur de cette clairière de Rotonde. Thibaut, vous m'entendez? Exactement, Vierna. Le président qu'on va rejoindre dans un instant, le président de l'association qui gère, regardez, on est ressorti du wagon qu'on vous a présenté tout à l'heure à l'intérieur, l'armistice du 11 novembre avec le wagon du maréchal Foch le 22 juin 1940, ça c'est la pierre qui présente, et le wagon est juste derrière ces murs, et en fait, regardez, à l'entrée, il y a ces grands rails là qui arrivent jusqu'au milieu de la grande clairière, et là on rejoint Bernard Le Temps qui est là. Bernard, bonjour, merci de nous accueillir ici. C'est vous qui avez l'honneur de recevoir le président Emmanuel Macron et Angela Merkel. Mais j'ai presque envie de dire, vous avez l'habitude de recevoir les présidents ici. Hein. Oui, les présidents de la France, mais pas le président, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, ce qui est quand même important et très différent d'habitude. Le protocole, vous allez les accueillir et vous allez les emmener jusqu'à l'entrée de ce musée que vous gérez. C'est un moment important pour vous, comme ça, de recevoir autant de personnalités pour venir assister à la visite de ce wagon. 2 chefs d'État en même temps, ça n'est jamais arrivé. Hein. Donc c'est quelque chose d'important. Et en plus pour le centenaire et pour, après 73 ans de paix, l'alliance entre la France et l'Allemagne, c'est quand même excessivement poignant. Vous savez déjà ce que vous allez leur dire et leur montrer. J'ai cru comprendre que ce pin-là avait une importance très particulière pour vous. Il a été voulu par l'association pour le centenaire et donc... on y tient, on en offrira un à Angela Merkel, la chancelière fédérale d'Allemagne, et un au président de la République française, c'est sûr. Tout à l'heure, je vous voyais, je raconte un petit peu les coulisses, hein, j'en profite, mais
Tout à l'heure, il y avait énormément de bruit ici, il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup d'animations. Et dès que le cortège est commencé à arriver ici dans la gare, silence absolu. Et là, vous vous êtes tourné vers l'écran géant que l'on voit derrière. Pour vous, c'est un moment important humainement à vivre en tant que président comme ça de cette association? Ça arrive qu'une fois par siècle, hein, donc il faut. Et en plus, deux personnalités, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est excessivement important. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant que ça se déroule, comment va se passer la visite dans ce wagon? Parce que c'est pas très grand, ça reste un petit wagon assez exigu, mais ça va se passer comment? Ils vont vivre à deux dans le wagon seulement, ils ne rentreront qu'à deux. Et Monsieur Macron, président de la République, signera son texte qui a été écrit, déjà préécrit, et Madame Merkel écrira son texte en allemand et le signera. Et ensuite, ils ressortiront. Voilà. Il y a beaucoup de pression sur ce genre de visite, mais vous avez l'air d'être complètement détendu, presque comme un... Voilà, c'est une évidence de les recevoir finalement. Oui, à part que j'ai quand même mon texte dans la poche pour ne pas l'oublier. Hein, parce que j'ai quand même eu un texte qui a été revisité. Très bien, merci beaucoup. À tout de suite, Virna. On est juste derrière la clairière et on attend, comme tout le monde, l'arrivée du cortège ici. À tout de suite, merci beaucoup. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, attend la chancelière pour le moment. Vous allez nous le rappeler. La première fois que le couple franco-allemand a commémoré la Première Guerre, on se souvient tous de cette photo. C'était la fameuse poignée de main. Évidemment, la fameuse poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun. L'hésitation dans le regard des deux hommes et puis ces deux mains qui s'étreignent, ça reste un moment très très fort. Moi j'étais enfant à l'époque, mais je m'en rappelle. Et puis il y a eu une autre image un peu plus tard, en 2009, qui peut être un peu moins restée dans les mémoires, mais qui est quand même assez symbolique aussi. C'est Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ensemble qui ravivent la flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe. C'était les deux images qu'on pouvait retenir de ces dizaines d'années de réconciliation franco-allemande, mais il y en a eu d'autres avant aussi. Konrad Adenauer, le premier dans les années 60, sous l'Arc de Triomphe, seul à ce moment, qui dépose une gerbe. Mais je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est une image qui restera aussi, parce qu'on est dans un lieu très symbolique. Si c'est possible, j'aimerais bien qu'on revoie une image, c'est l'image de la dalle sacrée, pour qu'on voit le texte qui est écrit sur cette dalle sacrée, qui est vraiment très très symbolique. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. C'est quelque chose qui est très dur, qui est très fort, qui est dans le contexte de violent. C'est violent. Et voir des soldats de l'armée allemande au garde à vous à côté de cette dalle aujourd'hui, je pense que pour vous, Allemands aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Oui. Non. Bon, ce sont vraiment des moments qui me marquent. Déjà pour moi aussi d'être ici parmi vous, je considère que c'est un grand honneur de participer à cette émission. Et moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, une fois de filmer, de tourner avec cette brigade franco-allemande, où on peut voir que les soldats français et allemands, pour eux, c'est un quotidien aujourd'hui de travailler ensemble, de partir en mission ensemble. Actuellement, il y a une partie qui est de la brigade franco-allemande qui est au Mali. Et c'est quelque chose qui est devenu naturel. Mais effectivement, c'est tellement naturel quand on voit ce qui est écrit sur la dalle, ou quand on voit derrière, je crois, dans ce mémorial où on voit l'aigle allemand, l'aigle, l'Empire qui est percé par une épée, ça c'était encore une symbolique que j'ai presque oubliée. Et c'est bien de le commémorer, de le voir, de peut-être opposer aussi est-ce qu'on peut dire cette image paisible d'une brigade franco-allemande en face de tout ça, mais c'est vraiment comme ça qu'on n'oublie pas, qu'on se rappelle de ce qui était et où nous en sommes aujourd'hui. Et alors qu'on attend toujours Angela Merkel sur place pour débuter cette cérémonie symbolique, rappelons-le, un hommage a également été rendu ce matin aux invalides, aux maréchaux de la Première Guerre mondiale, une cérémonie à l'origine d'une polémique cette semaine autour de Philippe Pétain. Finalement, le vainqueur de Verdun n'a pas été honoré ce matin, mais les propos du président ont choqué de nombreux Français, Dominique. Effectivement, on en a beaucoup parlé cette semaine et j'ai envie de dire, j'ai le sentiment que c'est Emmanuel Macron, l'intellectuel, qui s'est exprimé, pas le chef de l'État quand il a été interrogé par les journalistes et peut-être qu'il s'en est mordu la langue ensuite. Je pense qu'il envisage l'histoire dans toute son ampleur et c'est pour ça qu'il a considéré Pétain, l'homme de 14-18 qu'on voit sur ces images,
L'image d'Épinal qu'on a de Pétain, qui est beaucoup plus complexe d'ailleurs, là on le voit en 1917 avec les poilus s'occupant de leur popote, parce que Pétain, on a dit qu'il s'occupait du bien-être du soldat, mais c'était plus compliqué que ça à l'époque, parce qu'il a fait fusiller des hommes aussi. Il était aussi contesté en tant que chef par Clémenceau, par exemple, qu'on voit l'image avec lui. Je vais prendre une citation, parce que le vainqueur de la guerre, c'est Foch et pas Pétain. Et Pétain était considéré comme quelqu'un de pas assez va-t-en-guerre, de trop défensif, et on a choisi Foch à l'époque. Et puis évidemment, il y a le Pétain qui a suivi. S'il est un héros à ce moment-là où il reçoit le bâton de maréchal, évidemment, personne ne peut oublier le Pétain de 1940 à 1944. Oui. Et c'est ce qui lui a été reproché cette semaine. On va voir des images de Pétain de 40 à 44. Effectivement, n'oublions pas l'indignité nationale de 1945. Et ça, évidemment, quand il en a parlé, je pense que les mots ont dépassé sa pensée. Oui, une polémique qui a fait beaucoup de bruit. Voilà, sur place, la voiture de la chancelière Angela Merkel arrive. Elle est accueillie par Monsieur le Président de la République. Voilà, le président de la République qui vient d'accueillir la chancelière, une embrassade, un échange de clins d'œil. Ils vont dans quelques instants emprunter l'allée de la Victoire. Et c'est la brigade franco-allemande, on l'évoquait tout à l'heure, qui va rendre les honneurs. Honneur au drapeau. Et après l'honneur au drapeau, ce sera le passage en revue des troupes. Voilà, Emmanuel Macron et Angela Merkel qui poursuivent leur chemin. Dans quelques minutes, les deux lycéens qu'on a entendus tout à l'heure, l'un allemand, l'autre français, prendront la parole pour procéder à des lectures. Pas de discours des chefs d'État prévu aujourd'hui. C'est une cérémonie très sobre qui s'annonce.
deux chefs de l'État sont en train de parcourir cette allée de la victoire. Dans cette clairière de Rotonde, c'est 2 armistices qui ont été signés en 1918 et en 1940. Il y a eu 3 guerres entre la France et l'Allemagne en moins de 100 ans, une en 70, une en 14-18 et une en 39-45. Donc il faut mesurer le niveau de haine. Effectivement, vous le disiez, cette plaque qui se trouve sur la dalle du souvenir dans cette clairière de Rotonde, elle est extrêmement violente dans les propos, mais la haine entre les deux pays était réelle. Et encore une fois, le chemin parcouru depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'amitié franco-allemande, grâce à De Gaulle, Adenauer, et puis tous les chefs d'État qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron et Angela Merkel, sont vraiment au cœur de la paix en Europe. Et c'est effectivement ça dont il faut se souvenir et qu'il faut célébrer pour, on l'espère, les 100 ans à venir. Oui, tout à fait. Des propos d'ailleurs qui tiennent beaucoup à cœur au président de la République et qui en a régulièrement parlé ces derniers jours. Il a qualifié cette paix de parenthèse en Europe. Angela Merkel est allée aussi sur ce terrain-là ces derniers jours, côté allemand. Je veux dire, c'est déjà depuis 4 ans, on parle beaucoup de cette Première Guerre mondiale. En Allemagne, on la ressort un peu, parce que ce que je disais tout à l'heure en quelques mots, en Allemagne, la guerre de 14-18, elle n'est pas commémorée généralement comme en France. C'est quelque chose d'un peu oublié. Bon, la première raison, c'est que les champs de bataille étaient très loin. Ils sont en France, ils ne sont pas en Allemagne. Et après, c'était beaucoup récupéré par les nazis. Et en Allemagne, c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a tout écrasé. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. La première, on l'a oublié, mais en France, ça fait partie presque de l'identité nationale, comme l'histoire de la Révolution française. Donc, on a ressorti un peu les choses, parce qu'il y a un intérêt aussi chez les jeunes, à l'école, de parler de la Première Guerre mondiale. Les honneurs vont être rendus par un détachement composé de la musique des troupes de marine de Versailles, des drapeaux du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande et de 4 compagnies du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande. L'ensemble étant placé sous le commandement du colonel Lars Kretschmer, chef de corps du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande. Discours dans un excellent français, c'est très symbolique. À souligner. Oui, mais c'est le traité de l'Élysée en 1963 qui a vraiment favorisé l'apprentissage des langues, de la langue de l'autre, parce que là aussi, la réconciliation, c'est de parler la langue de l'ennemi, entre guillemets. Oui, on a eu quelques jolis bébés quand même, bon, pas uniquement entre Merkel et Macron, mais on a eu Airbus, on a eu l'OFAGE déjà depuis le traité de l'Élysée, hein, donc qui est toujours là pour favoriser l'échange entre les jeunes Allemands, les jeunes Français, apprendre la langue de l'autre. Et bon, je parle aussi de Arte, évidemment. Je prêche un peu pour mon église. C'est-à-dire, ce sont tous des projets qui font partie de la réconciliation, qui nous emmènent, par contre, aussi quelque chose qui est peut-être aussi plus européen aujourd'hui, qui n'est pas uniquement exclusivement franco-allemand, mais qui s'ouvre aussi un peu vers d'autres horizons. Et alors, on le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui a beaucoup ces derniers jours parlé de la lèpre nationaliste en Europe. En Allemagne, il y a cette crainte aussi? Oui, on a aussi la lèpre. C'est-à-dire, il y a le parti AfD, l'Alternative für Deutschland. On a eu récemment les élections dans le Land de Hessen, où maintenant la AfD fait partie du Parlement de Hessen. Ils sont dans tous les parlements des Länder, ils sont dans le Bundestag. Et là, pour les élections européennes, on peut aussi craindre qu'ils vont entrer, parce qu'après les dernières estimations, je crois qu'ils sont à peu près à 16%, c'est-à-dire même niveau que la SPD, les sociaux-démocrates en Allemagne. Donc il y a cette lèpre. Bon, il faut voir comment ça va évoluer dans les prochains mois, parce que... Oui. On entend justement de l'allemand, et je pense justement que c'est voilà, la lycéenne allemande. La lycéenne allemande qui vient de prendre la parole.
Voilà, et Emmanuel Macron et Angela Merkel qui devraient dans quelques instants dévoiler, on le disait tout à l'heure, une nouvelle plaque commémorative au nom de la réconciliation. Oui, le texte dit Emmanuel Macron et Angela Merkel ont réaffirmé ici la valeur de la réconciliation franco-allemande au service de l'Europe et de la paix. Donc voilà, la mention de l'Europe. Et de la réconciliation, voilà, cette plaque est maintenant découverte. À l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, et Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, ont réaffirmé ici la valeur de la réconciliation franco-allemande au service de l'Europe et de la paix. Et voilà, là c'était la lecture du lycéen français, en allemand maintenant. De la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, le président de la République française Emmanuel Macron ainsi que la chancelière de la République fédérale allemande Angela Merkel ont souligné l'importance de la réconciliation franco-allemande au service de la paix pour l'Europe. Geste tendre, hein, on l'a vu tout à l'heure entre les deux chefs d'État, de l'émotion visiblement. C'est rare de voir la chancelière aussi démonstrative. Ouais. Oui, c'est votre avis aussi. Oui, oui. Une vraie amitié entre les deux. Ils déposent ensemble une gerbe. Puis ça va être la sonnerie aux morts. Voilà, c'est la minute de silence et puis ce sera les hymnes français et allemands qui résonneront dans la clairière. Vaterland,
Là, vous l'aurez reconnu, c'était l'hymne à la joie, l'hymne européen qu'Emmanuel Macron avait choisi, d'ailleurs, souvenez-vous, le jour de son élection, lors de sa déambulation, sa longue marche au pied de la pyramide du Louvre. Voilà, puis on voit un rayon de soleil et de très belles couleurs d'automne dans cette clairière, de très belles images signées France 3 pour vous. Le président et la chancelière se dirigent maintenant seuls vers le musée de l'Armistice. C'est là que se trouve le fameux wagon qu'on voyait tout à l'heure. D'ailleurs, Marjolaine Boutet, pourquoi c'est cette clairière qui a été choisie à ce moment-là pour négocier l'armistice et le signer ? Parce que d'abord, on n'était pas sûr que les négociations aboutissent. Et je pense que Foch voulait négocier à l'abri des regards. C'était une façon aussi à la fois de protéger cette délégation allemande qui a dû traverser la ligne de front. On était encore en guerre pour arriver jusqu'à la clairière de Rotonde et rencontrer leurs homologues français et britanniques. Et puis, pour des raisons de sécurité, tout simplement, c'était aussi un des rares endroits où on pouvait faire arriver 2 trains côte à côte. Et d'ailleurs, là encore, pour bien revenir sur l'état des relations franco-allemandes à l'époque, on avait fait voyager la délégation allemande dans un train qui était au sigle de Napoléon III, qu'ils avaient donc vaincu le 2 septembre 1870, quand l'Allemagne était encore une constellation d'États et de principautés. Voilà. Alors c'est maintenant le maire de Compiègne, Philippe Marini, qui prend la parole. Ah oui. L'occasion privée. En tout cas, c'est la première fois que l'hymne allemand retentit dans cette clairière et l'hymne européen a fortiori. Et puis chanté par le chœur de l'armée française. Moi, c'est vraiment une image qui me frappe dans cette cérémonie. Ouais, le symbole est très très fort. On la sent cette émotion sur les visages. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, l'association du mémorial de la clairière de l'Armistice qui entretient et gère ce musée mémorial depuis 1950 est très honoré de vous accueillir pour le centenaire de l'Armistice. Nous allons vous conduire dans le wagon 2419D qui a vu signer 2 armistices, le 11 novembre 1918 et le 22 juin 1940. Bon. Et vous allez avoir l'insigne honneur de signer, de clôturer le livre d'or qui avait été pour la première fois signé le 11 novembre 1927 par le maréchal Foch et l'amiral Wemyss. Donc, ça sera la dernière page. Et donc, ça permettra aux jeunes générations de penser comme les gens après la Première Guerre mondiale, la der des der, et c'est fait pour transmettre ce souci de paix qu'on connaît maintenant depuis 73 ans, qui est la plus longue période de paix en Europe depuis des millénaires. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Voilà. Bon, je vais vous conduire vers ce wagon fameux. Une précision, l'amiral Wemyss, c'était le représentant britannique dans le wagon de l'armistice le 11 novembre 1918. Voilà, donc on avait les Anglais, les Allemands et les Français. Voilà, et on va avoir dans quelques instants, on va vivre sûrement le moment le plus fort de cette journée. En tout cas, il en restera très certainement une image quand Emmanuel Macron et Angela Merkel vont se retrouver tous les deux dans ce wagon. On le rappelle, on le disait tout à l'heure, il s'agit d'un wagon reconstitué, mais quand même. C'est un wagon de l'époque, mais c'est en quelque sorte le frère jumeau du wagon qui a été détruit en 1945. Il a été brûlé dans les bombardements de la conquête de l'Allemagne par les troupes russes. Et françaises.
Voilà, Angela Merkel qui rentre dans le wagon. On entend les crépitements des photographes. Hein. Emmanuel Macron. Et alors le symbole est fort là aussi, puisque voilà, il ne s'assoit non pas face à face, mais côte à côte. Le livre d'or, le voici. Angela Merkel qui a signé la première. Le 11 novembre 1918, la signature de l'armistice, elle intervient à 5h20 du matin. Après 3 heures de dernière négociation, entre 2h et 5h du matin, je pense que le signataire était tout à fait épuisé. Alors là, les deux chefs d'État ont sans doute envie de revoir la signature du maréchal Foch. Oui, mais ça doit quand même être un moment très fort pour Angela Merkel. Hein. Je dirais après 40, après 18, maintenant c'est elle, la troisième représentante d'une Allemagne, bon certes d'une autre Allemagne, mais qui est là, qui... Pardon ? Enfant de l'Allemagne de l'Est aussi. Oui, enfant de l'Allemagne de l'Est. Et ça pèse, elle est très sérieuse, elle est très... Donc Dominique, on le sait, hein, la première signature sur ce livre d'or, c'est celle du maréchal Foch. Et après, c'est quoi? C'est celle de toutes les autres personnalités qui se sont rendues sur place? Effectivement, les chefs d'État qui se sont succédés ici. Il était de tradition républicaine à une époque que le chef d'État nouvellement élu se rende le 11 novembre qui suivait dans la clairière de l'armistice et au sein du wagon de l'armistice. Puis c'est un lieu qui a été un peu oublié depuis Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, François Hollande ne sont pas venus. Et du coup, quelque part, c'est une tradition qui renaît. Se poursuivra-t-elle? Rien n'est moins sûr. C'était il y a 100 ans. Peut-être que ce wagon sera oublié dans les années qui viennent. Et alors, ce site de la clairière de Rotonde n'a pas tout de suite été inscrit comme un lieu de souvenir. Hein. Ça a mis quelques années. C'est ambivalent parce que c'est à la fois l'armistice de 1918, mais c'est aussi l'armistice de 1940. Donc, comme pour le 9 novembre dans l'histoire allemande, ça fait partie de ces lieux qui sont ambivalents, et la mémoire est quelque chose qui évolue avec le temps. Et comme le disait le président de l'association qui gère ce wagon, c'est à partir de 1950 que c'est devenu un lieu de mémoire. 1922. 1922 pour le premier, mais l'association le gère à partir de 1950. Donc là encore, ces lieux de mémoire dans la Picardie, l'Oise et la Champagne ont été très visités dans l'entre-deux-guerres, beaucoup moins après la Seconde Guerre mondiale, parce que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale avait évidemment pris toute la place. Et depuis les années 80, on assiste à un renouveau de cette mémoire extrêmement... La voilà sûrement l'image du jour, excusez-moi, je vous interromps. Ouais, ça rappelle un peu la poignée de main entre Kohl et Mitterrand et Verdun en voilà. 1984. Tout à fait, main dans la main. Ouais. Et je crois que c'est à l'époque, on a souvent discuté sur le fait, est-ce que c'était Mitterrand qui a pris la main de Kohl ou est-ce que c'est Kohl qui l'a pris? A priori, il paraît que c'est Mitterrand qui était le premier qui a donné, en tout cas, on y attend là. Et là, c'est pareil, c'est Macron quand même qui prend la main de Merkel. L'initiative française. Oui, tout à fait. Notre charme latin. Elle est séduite. Alors, là, théoriquement, le maire de Compiègne devrait remettre un petit cadeau aux deux chefs d'État. Il devrait s'agir d'une montre, un tirage spécial commémorant le centenaire, on va voir. Ce qui serait tout un symbole aussi hein, du temps qui s'écoule. Et puis pour le président français, souvent surnommé le maître des horloges, c'est lui d'ailleurs qui avait utilisé le premier ce terme. Angela Merkel et Emmanuel Macron auront passé une quinzaine de minutes dans ce wagon. Ils vont saluer les élèves et les autorités. Ils vont saluer les porte-drapeaux, le public. Ils devraient aller à la rencontre du public avant de repartir théoriquement vers 16h45. Donc on va peut-être avoir la chance de vivre
quelques échanges entre le président et le public, Angela Merkel. On vient de voir un gros plan sur le livre d'or signé par les 2 chefs d'État. L'importance de la réconciliation franco-allemande et des liens qui unissent nos 2 pays, ce qui est écrit. Merci d'avoir de bons yeux, Dominique. Ah ben voilà, on le revoit ici. La signature d'Emmanuel Macron. Et toujours pour l'Europe et pour la paix. Je crois que ça reprend le texte de la plaque commémorative dans les 2 langues. Patrick Schulze-Heils, comment elle a évolué cette relation franco-allemande depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée? Je pense que les 2, ils entretiennent une relation personnelle plutôt bonne. Après, on a attendu, ou les Allemands, ils ont attendu pendant très longtemps, enfin, un président qui a des visions pour l'Europe, parce que bon, Merkel, peut-être, elle n'en avait pas toujours vraiment. Un président qui lance des réformes, aussi, que les Allemands attendaient. Maintenant, Macron, il a fait tout ça. Il a tendu la main. Comment est-il perçu en Allemagne, d'ailleurs? Mais il est beaucoup. Moi, je dirais, il y a plein d'Allemands qui disent oui, il faut prendre cette main, il faut aller dans son sens. Mais le grand problème, c'était par la suite, une fois que lui il était élu, on a eu les élections en Allemagne, donc il y avait les négociations de coalition en Allemagne qui ont duré. Et encore, il y a toujours un pépin, il y a toujours un problème. Donc finalement, lui, il a fait un vrai appel à reformer, à modifier, à faire un pas en avant. Mais Angela Merkel, on a souvent l'impression qu'elle est plus occupée avec sa politique intérieure, qu'elle doit toujours faire attention à ce qui se passe dans la coalition en Allemagne. Et donc, finalement, elle n'avance pas vraiment. Et elle ne répond pas vraiment aux appels d'Emmanuel Macron. Non, aux appels d'Emmanuel Macron. On a eu, par exemple, les accords de Meseberg de juin, où Macron, il a aussi proposé, toujours parlé d'un budget européen, ou un budget de l'eurozone. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus, mais finalement, qu'est-ce que ça sera? Comment? Qui va payer quoi? On n'a pas encore vraiment avancé sur ce point. Cette cérémonie, elle a un but politique aujourd'hui aussi, avant les élections européennes, forcément. Oui, je pense, parce que bon, pour Emmanuel Macron, le problème sera aussi, est-ce qu'Angela Merkel sera encore une alliée dans les prochains mois? Elle est sa meilleure alliée, mais bon, elle sera plus présidente bientôt elle va céder la place. CDU, elle va céder sa place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on aura d'autres discussions sur l'Europe, sur les réformes? Qu'est-ce qu'il faut faire en Europe? Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'elle, si elle sera plus présidente, mais du parti, mais chancelière, est-ce qu'il y aura plus de liberté finalement? Est-ce qu'elle pourra faire avancer les choses? Ou ça, il y a quelques voix qui espèrent ça aussi. Est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans le cas avec des nouvelles élections? Il y a l'ancien chancelier Schröder qui a évoqué ça. Bon, peut-être lui, il espère, qui prédit qu'on aura probablement des nouvelles élections en Allemagne. Mais ça veut dire quoi? Qui viendra après? Donc, c'est pas du tout sûr comment ça va se passer. Et vu qu'en mois de mai, il y a les élections européennes, sur qui il peut compter Macron? Les Anglais, ils seront plus là. Il y a le Brexit. Les Italiens, gouvernement nationaliste. Les Espagnols, ils sont aussi très occupés avec leur propre coalition pour que ça vole pas en éclats. Donc, ils se retrouvent un peu seuls. Et après, avec les élections européennes pour Macron, est-ce qu'il sera capable de refaire ce qu'il a fait en France? C'est-à-dire le grand succès avec La République en marche. Est-ce qu'il pourra faire ça l'année prochaine? Pour l'instant, les sondages, c'est plus la même euphorie. Mais sans mouvement politique fort qu'il aura pour lui à Bruxelles, ça sera plus difficile pour lui aussi d'exercer une vraie influence au Parlement européen. Il a besoin d'Allemagne. C'est un message universaliste qu'il veut porter aujourd'hui à travers cette cérémonie. Mais toute cette semaine, on a vu les gens lui rappeler que eux, ce qu'ils voulaient, c'était mieux vivre, avoir plus d'argent, vivre plus à l'aise. Et du carburant moins cher.
Alors voilà, ils échangent avec en Allemagne en 2015. Les jeunes élèves, les jeunes lycéens. Il est venu avec ce groupe de lycéens allemands qui est avec nous à Verdun hier et à Compiègne aujourd'hui. Und wie geht's mit der deutschen Sprache? Comment ça va avec l'allemand? Geht schon? Il avait une question. J'ai un souhait. Je voudrais faire une photo avec vous. Dann machen wir mit allen zusammen am Vous êtes besten avec eins. Ja, damit nicht keiner sich damit sich keiner schlecht fühlt. Damit sich keiner schlecht fühlt. So, wer macht das Foto? Machen Sie das? Ja. Wo ist Reto? C'est là, parce que là, il est... Er, ne? Okay. Gucken Sie dahin, dann sind Sie nachher nicht schön auf dem Foto. Okay. Ja? Dann bekommen alle das Foto. Vielen Dank. Alles Gute. Frau Bundeskanzlerin, wie können wir C'est intéressant si on peut entendre l'échange entre ces jeunes lycéens et les chefs d'État. Wir können sie stärken, aus meiner Sicht, indem möglichst viele Menschen sich begegnen, indem wir zusammen auch arbeiten. Coopération, en travaillant ensemble sur les réseaux communs, des recherches communes et dans le monde, en agissant ensemble et en évitant de nous contredire, en donnant des réponses communes. Moi aussi, j'ai une question à vous. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aux jeunes à travers cette rencontre? C'est la première fois que une chancelière ou un chancelier allemand est là, signe le livre que nous venons signer dans le wagon et 100 ans après. C'est montrer que ce que nous devons à nos soldats qui sont tombés, à ces jeunes hommes qui avaient votre âge ou à peine quelques années de plus et qui sont morts par millions pour la barbarie, ce que nous leur devons, c'est de continuer inlassablement de construire la paix. Notre Europe, depuis 73 ans, est en paix. Et il n'y a pas de précédent. Et elle est en paix parce que nous l'avons voulu. Et au premier chef, parce que l'Allemagne et la France l'ont voulu. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé de mettre ensemble ce avec quoi ils se supprimaient jusqu'alors, le charbon et l'acier. Puis projet après projet, ont décidé que leur futur, leur sécurité se ferait ensemble. Et donc le message, si nous voulons être à la hauteur de ce que ces combattants d'alors disaient, c'est-à-dire plus jamais ça, c'est de ne rien céder aux passions tristes, aux tentations de la division, et de tout faire pour continuer à œuvrer ensemble et faire que la jeunesse de nos deux pays continue à bâtir, à avoir des projets d'avenir, comme le disait la chancelière, et relever les défis du monde contemporain ensemble, et pas les uns contre les autres. Merci beaucoup. Es liegt in eurer Hand. Wie lernt ihr? Dafür könnt ihr euch verstehen und lernt die Sprachen. Comprenez, vous parlez la même langue, vous apprenez vos langues réciproques. Monsieur le Président, können Sie bitte uns erklären, und vor allem die Pourriez-vous nous expliquer, was man tun kann, et notamment aussi aux chefs d'État du monde arabe, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Il est important de toujours pousser tout le monde, que tout le monde se parle. On parle beaucoup au sujet des autres, mais on ne parle pas entre soi. Et c'est quelquefois difficile de se parler. Et il faut arriver à un moment où on arrive même à se pardonner, à se réconcilier. Après 1918, même 20 ans plus tard, nous avons commencé une autre guerre qui a été pire que le premier. Et nous en tirons des leçons maintenant. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous travaillons jusqu'à ce que nous arrivions à une position commune. Ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes quasiment obligés de le faire. Nous avons œuvré à faire dans votre région. C'est ce que nous faisons chaque jour.
c'est un chemin qui sera exigeant, il sera peut-être long, mais c'est le seul qui permettra de rester en paix. En tout cas, je considérais bien une chose, c'est que nos deux pays ont déjà commencé et continueront à tout faire pour que dans votre région, comme plus largement dans toutes celles du Proche et Moyen-Orient, nous puissions réussir à installer la paix durable. Merci. Merci à vous. Voilà, un échange autour de la paix. On vient d'entendre les mots du président de la République. Il veut construire la paix en Europe, une paix qui règne depuis 73 ans parce que la France et l'Allemagne l'ont voulu. Il a insisté sur ce point. On l'a entendu aussi répéter ce plus jamais ça. Oui. La chancelière a parlé il faut se rencontrer. Donc, moi, bon, je raconte un peu là toujours mon histoire personnelle aussi avec la France, parce que j'ai mon grand-père qui, à l'époque, était aussi en France, qui a fait la Première Guerre mondiale, au Vieil Armand en Alsace, il était à Verdun, à Cambrai. Bon, heureusement, il est rentré. Bon, sinon, je ne serais pas ici parmi vous aujourd'hui. Et puis, il y avait toujours... par la suite, j'ai un autre grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale en France, mais on a quand même, après cette guerre, réussi à avoir des contacts avec la France, de partir en France. Ma mère elle est partie en France, faire une partie des études. Moi, j'étais toujours en contact avec la France. Finalement, j'ai pu aller un peu à l'école en France. J'ai fait une partie de mes études en France. J'ai fait connaissance d'une Française. Aujourd'hui, j'ai 3 formidables garçons qui sont franco-allemands, qui ont les 2 nationalités. Vous incarnez parfaitement la réconciliation franco-allemande. Pas, mais bon, c'est ça, en tout cas, en pratique, quand elle dit la rencontre, c'est ça. Il faut se rencontrer, il faut se mélanger, il faut aller vers l'autre, il faut s'inviter dans les émissions, peut-être aussi, et parler pour mieux comprendre l'autre, pour prendre la culture de l'autre. Et à un moment, c'est... voilà, on voit votre grand-père ici, sur les images. Oui, tout à fait. Oui. Il avait 18 ans quand il est parti combattre. C'était juste après le bac, il avait 18 ans, il est parti en 1916. En 1916, donc là on le voit, il était en Alsace, il était à Verdun, à Cambrai, jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de parler de temps en temps avec lui de la guerre, mais généralement, dès qu'il parlait à sa famille, aux autres, aux voisins, c'était plus que les gens ils ne voulaient pas entendre. Ils disaient, mais non, tais-toi, encore tes vieilles histoires de la guerre. Mais je veux dire, quand on voit aujourd'hui ce qu'ils ont vécu, hein, et même comme mon grand-père était un soldat allemand, il a aussi vécu toutes ces horreurs-là. Je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu dire, mais tais-toi, ne parle pas de ça. On se rend compte aujourd'hui à quel point cette parole a été précieuse. Oui. Non, on tout à fait. de témoignages aujourd'hui, mais effectivement, pour les poilus, ça a été très longtemps le silence. Et parfois, c'était avec les petits-enfants, finalement, qu'ils finissaient par s'ouvrir et qu'ils commençaient à raconter. Et surtout, ce silence en Allemagne, après la guerre, on n'a pas fait la paix... avec nous non plus, pendant très longtemps. C'est peut-être aujourd'hui qu'on parle autrement de cette guerre. Mais après la guerre, il y a le débat, c'était la faute de qui? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? Il y a la légende du poignard dans le dos. Après, tout était récupéré par les nazis. Donc on avait un peu honte aussi de parler de cette Première Guerre mondiale. Et ça a pris beaucoup de temps. De comprendre ce qui s'est passé. Et puisqu'on voit là Emmanuel Macron qui continue de s'entretenir avec Angela Merkel, avec tous ces jeunes, les 2 chefs d'État le disaient tout à l'heure, c'est énormément de jeunes soldats qui sont morts durant cette Première Guerre mondiale. Marjolaine Boutès, c'est toute une génération qui a été décimée. C'est toute une génération qui a été décimée. En France, c'est plus de 10% de la population active qui est morte, sans compter évidemment les invalides et les traumatisés psychologiques qui avaient beaucoup de difficultés à être prises en charge à l'époque. Je voudrais revenir quand même quelques instants sur cette image de l'échange du chancelier, de la présidente et... le président, la chancelière. Avec le jeune réfugié mutilé de guerre, parce que effectivement,
En Europe, on a la chance de ne plus avoir de guerre depuis 73 ans sur nos sols, mais la guerre est à nos portes et elle continue de faire des victimes et d'arracher les mains de ce tout jeune homme. Et je trouve que c'est une image extrêmement émouvante. 100 ans après la Première Guerre mondiale, de là encore se souvenir que la guerre continue. Rappelons-le, cet armistice signé le 11 novembre 1918, dans ce wagon, finalement, il contient déjà le germe d'une paix ratée qui va donner lieu au traité de Versailles signé plusieurs mois plus tard. Alors ça, c'est facile à dire avec le recul de l'histoire. Cet armistice, non, il n'est pas si raté que ça. Le traité de Versailles, il a été davantage. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a 35 articles, je crois. Alors, il y a effectivement de nombreux articles qui concernent, c'est assez classiquement, la remise du matériel de guerre par l'Allemagne à la France, l'évacuation immédiate des territoires qui sont encore occupés et l'évacuation immédiate de l'Alsace et de la Moselle, puisque c'était le but principal de la guerre pour les Français. Une occupation de la rive gauche du Rhin et de quelques têtes de pont sur la rive droite pour garantir la sécurité de la France jusqu'à la signature de l'armistice. Mais ce qui posera de traité de paix, pardon. Mais ce qui posera vraiment problème, c'est le traité de paix de Versailles en 1919 et celui de Sèvres en 1920, qui vont refaire les frontières de l'Europe et qui vont notamment couper l'Allemagne en deux avec le fameux corridor de Danzig. Et ces tracés de frontières vont poser tellement de problèmes qu'il y aura des tensions et une nouvelle guerre. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'entre 1924 et 1929, la réconciliation franco-allemande était réelle grâce à Briand et Stresemann, et que c'est ensuite la crise économique de 1929 et l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui a déclenché la deuxième. Mais on ne peut pas dire que dès 1918, on pouvait prévoir 1929. Mais alors ce traité de Versailles, c'est quand même l'humiliation suprême pour les Allemands, Dominique. Oui, il y a dans les divers points de ce traité un point qu'ils ne digèrent pas, c'est celui qui les rend coupables de cette guerre. Ils sont responsables de la guerre. Et la population allemande ne le vit pas comme ça, parce qu'il y a de la propagande de chaque côté. Et côté allemand, on vit dans l'idée, depuis 1914, qu'on a répondu à une agression, qu'on n'a fait que se défendre. Donc, d'ailleurs, quand les soldats allemands rentrent chez eux, ils sont fêtés. Effectivement. Le combat n'est pas allé jusque sur le territoire allemand, il n'y a pas eu de destruction. Donc ça, évidemment, ça joue sur la psychologie de la population. Et effectivement, on fête ces soldats, on leur dit « vous n'avez pas été vaincus ». Mais c'est un paradoxe complet, cette situation. Mais il y avait quand même un grand le bol. Il n'y a pas le sentiment d'être vaincu, mais les gens voulaient que ça prenne fin. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Je crois presque 700 000 personnes qui sont mortes suite à la malnutrition parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Les Alliés, ils avaient imposé un blocus, donc c'était extrêmement difficile d'importer encore quelque chose à manger. Il y avait des hivers qui étaient très durs, donc les gens y mouraient. On pouvait encore acheter des choses, mais c'était très cher. Et les seuls qui pouvaient acheter ce qu'il y avait à manger, c'était les riches, c'était ceux qui faisaient partie des nobles, de l'empire du Kaiser. Ça aussi, ça joue un rôle après. Cette situation intérieure qui a accéléré aussi le processus d'armistice. Ça y a contribué clairement, effectivement. Et au départ, dans les années 20 en Allemagne, il y a vraiment une volonté d'oublier la guerre et de profiter de la vie. C'est les années folles, c'est la République de Weimar. Et vraiment, la nostalgie et la théorie du coup de poignard dans le dos, c'est limité à l'extrême droite dans les années 20, et ce n'est que dans les années 30, évidemment, que ça va prendre les proportions que l'on connaît. Après la crise de 1929, c'est vraiment la crise économique aussi. En fait, il y avait des fragilités dans le traité de Versailles qui étaient vraiment latentes, et la crise de 29 et son cortège de chômeurs, 6 millions de chômeurs au plus fort de la crise en Allemagne, a contribué à ce que toutes ces fragilités du traité de Versailles explosent. Oui. Et puis Hitler représentait un espoir de mettre fin justement à ces souffrances des populations et au chômage. Donc un traité de Versailles qui porte en germe. Oui, il y a un point qui est très important. La Seconde Guerre. Le président Wilson, le président américain, avait défini 14 points pour le monde de demain. Il avait imaginé le monde. Un de ces points, c'était la capacité des peuples à choisir eux-mêmes leur destin en fonction de ce qu'ils étaient. Et ça voulait dire, par exemple, que les Autrichiens
auraient pu décider de se joindre à l'Allemagne. Mais ça, les Français ne voulaient pas en entendre parler. C'était inimaginable pour eux qu'après 4 ans de guerre, de lutte, autant de morts pour gagner la guerre, l'Allemagne se retrouve plus grande et plus puissante avec une population plus importante. Donc, on a dit non, les Autrichiens n'iront pas avec l'Allemagne. Mais quand Hitler prend le pouvoir, que fait-il? L'Anschluss, la réunion de l'Allemagne et de l'Autriche. C'est pareil pour les populations allemandes des Sudètes. En Tchécoslovaquie, État nouvellement créé après la guerre de 14-18. En théorie, ces gens-là, si on avait suivi à la lettre ce que proposait Wilson, ils auraient rejoint l'Allemagne dès 1918. Mais ça, c'est inimaginable pour les Français. Et c'est à nouveau dans cette clairière que sera signé l'armistice de 1940. Oui, ce sera intéressant de voir les images parce que je pense qu'on comprendra d'autant mieux la symbolique de la cérémonie à laquelle on vient d'assister avec Angela Merkel et Emmanuel Macron qui se donnent la main avec cette ferveur. On va voir les images d'Hitler en 1940 qui impose l'armistice. Elles sont réellement impressionnantes. La Wehrmacht qui défile dans la clairière de l'armistice et Hitler qui va faire disparaître toutes les traces du 11 novembre 1918. Un seul élément va échapper à sa vindicte, c'est la statue de Foch. Parce qu'il On vient de voir à l'image. Oui, il respecte effectivement le maréchal Foch, le vainqueur de la guerre en tant que soldat, mais effectivement, tout le reste doit disparaître parce que ce sont des monuments très belliqueux et anti-allemands. Ah bien, les voilà ces images. Et il était interdit de commémorer le 11 novembre pendant toute la durée de l'occupation allemande. Tout à fait. Un des premiers actes de résistance, effectivement, de jeunes gens à Paris, c'est de célébrer le 11 novembre sous l'occupation. C'est 1940. Vous voyez ces images très impressionnantes. Hitler qui s'arrête devant la statue de Foch, l'adversaire vainqueur de 1918. Et puis le calice bu jusqu'à la lie, Adolf Hitler, le caporal de la guerre 14-18, qui impose aux généraux français l'armistice dans le même wagon, qui partira à Berlin ensuite, et qui sera exposé tel un trophée. Les civils allemands font la queue pour visiter le wagon de l'armistice de 1918. On le cachera en 1945, mais donc il sera brûlé. Et ce qui est très émouvant, c'est que dans le musée de la clairière de l'armistice, on trouve aujourd'hui des restes du wagon original, des ferronneries, les fameuses qui représentent les wagons-lits, qui ont été retrouvés dans une forêt après la chute du mur de Berlin en 1989 et qui ont été rendus aux Français après 1989. Il paraît que le wagon a été détruit sur ordre personnel d'Hitler. Il y a deux versions. La SS, oui, il y a plusieurs versions. Ouais. Celle-là, je l'ai lu plusieurs fois. Après, je ne suis pas historien, mais que c'est Hitler qui était conscient de la symbolique et qui voulait surtout pas que ce wagon soit encore récupéré, peut-être pour un nouveau armistice signé. Donc, il paraît qu'il était c'est la version originale que je connaissais moi aussi, mais on m'a aussi dit qu'il avait pu être détruit dans les bombardements. Donc, je ne trancherai pas aujourd'hui. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de trace de cet ordre. Donc. Autant d'informations à transmettre, en tout cas, aux nouvelles générations. On a entendu tout à l'heure l'échange entre les deux chefs d'État et les lycéens qui avaient pris la parole lors de cette cérémonie. Florence Mabille de Pongeville, vous êtes, je crois, auprès d'eux. Quelles émotions ont-ils ressenties? Exactement, ils sont derrière moi. Johan, que vous reconnaissez, qui a lu en français. Et puis on retrouve Christina. On va d'abord demander la réaction de Johan. Et puis je vous expliquerai qui sont ces jeunes ambassadeurs allemands de la paix. Johan, un mot. Vous avez pu échanger avec le président? Un mot, c'était exceptionnel. Tout d'abord, pour lire quand Monsieur le Président et Madame Angela Merkel venaient vers la dalle sacrée. Et ensuite, sont venus nous saluer et c'était vraiment très exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vivre l'histoire avec un grand H? Ça fait déjà assez impressionnant de voir deux représentants quand même de deux nations différentes. Et vivre l'histoire avec des personnes aussi importantes pour l'Union européenne, pour nos pays, c'est vraiment très important et je suis très fier, vraiment. Merci Johan. Alors avec moi aussi, je vais redemander les prénoms donc, ah oui, elle vient avec amitié. Alors redites-moi votre prénom. Marie. Alors Marie-Christina. Cédric. Amaury. Alors eux, ils ont une particularité, ils sont allemands ou français, ils sont lycéens à Düsseldorf et à Bonn, ils font partie des ambassadeurs de la paix. Alors expliquez-nous ce que c'est que ces ambassadeurs de la paix. Donc en fait, les ambassadeurs de la paix, c'est un projet qui est cette année pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils ont recherché, ils ont demandé des jeunes de 16 à 23 ans pour venir parler de la paix en fait, pour vraiment venir discuter, proposer des projets. On a chacun dû préparer un projet chez nous, avec notre lycée, avec notre école, parler de ça et vraiment avoir une jeunesse en fait qui agit, qui va
tenter de réfléchir la paix pour demain. Un devoir d'avenir. Exactement, complètement. Mais aussi avec ce devoir de mémoire. Donc c'est ce double devoir en fait, de la mémoire, mais aussi de construire la paix pour dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans 100 ans? Je crois même savoir, Virna, que demain, ils seront à la Villette avec les 80 chefs d'État pour cette grande conférence qu'a lancée Emmanuel Macron pour la paix. Racontez-nous. Voilà, alors donc en fait, voilà, en tant que les 4 ambassadeurs pour la paix, on va participer au Forum pour la paix. On a été invités pour ça. Et donc, on va avoir les occasions d'aller parler à soit aux dirigeants d'État, mais aussi à d'autres personnalités, et puis peut-être d'autres personnes, dirigeants d'ONG, pour échanger, peut-être pour leur poser des questions en rapport avec ce qu'ils font. Est-ce que eux, quel est le devoir pour eux que devrait jouer, le rôle que devrait jouer la jeunesse en fait? Christina, ça veut dire que toi, jeune Allemande, dont peut-être l'arrière-grand-père s'est battu en France, aujourd'hui, tu me dirais qu'on est passé à autre chose? Il ne faut pas oublier, parce que on sait que la paix est fragile, mais qu'on est passé à autre chose, que vous êtes des bâtisseurs, vous, la 3e, 4e génération après. Qu'est-ce que tu dirais, toi? En tant qu'Allemande, oui, je dirais que c'est très important de mémoriser pour qu'on n'oublie pas ce qui se passait, pour garantir la paix. Et en tant que jeunes, je trouve que nous, et en plus en tant qu'ambassadeurs pour la paix, qu'on a le devoir de garantir la paix pour les générations suivantes. Merci Christiana. Voilà, vous voyez Virna, cette jeune génération qui était extrêmement présente ici et qui a de belles choses à nous dire, de belles choses à construire. L'Europe, elle est ici, elle s'est construite ici, 100 ans après aussi, elle se raconte ici. Et oui, on les sent effectivement émus et heureux. Alors Emmanuel Macron et Angela Merkel continuent de saluer le public. Ils vont ensuite repartir vers Paris. Dans la soirée avec Donald Trump notamment, ils vont se retrouver au musée d'Orsay pour une visite de l'exposition consacrée à Picasso et un dîner protocolaire sur place. Tout cela avant la grande cérémonie demain matin sous l'Arc de Triomphe. Ce sera le point d'orgue de ces commémorations où plus de 70 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Encore un événement exceptionnel à suivre en direct sur France 2 dès 8 h et ce sera avec Julien Bugier. Je vous signale... Bernard, bienvenue à tous. Ce sera avec moi, avec plein d'autres aussi. Ça y est, tout est fin prêt pour recevoir les 70 dignitaires étrangers. Nous, on est prêts aussi. On a installé notre plateau de télévision. On sera ici, sur cette grande terrasse au plus près de l'Arc de Triomphe, où seront attendus les dignitaires étrangers. Les tentes sont également fin prêt. C'est le moment des derniers réglages, des derniers instants de préparation. Et c'est vrai qu'on s'apprête à vivre un moment d'histoire avec un dispositif tout à fait exceptionnel sur France 2, avec Pierre Servant, avec Nathalie Saint-Cric, avec Thomas Soto, qui sera à Épernay pour nous faire vivre le grand défilé des reconstituants. Ce sera l'un des temps forts de cette cérémonie. On sera à l'Élysée, on sera absolument partout avec un dispositif exceptionnel et nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et puis, il y aura un moment d'histoire inédit, jamais vu, le document officiel de l'armistice, celui qui a été signé par les dignitaires allemands et par les dignitaires des troupes alliées, sera présenté en plateau. C'est une première mondiale. Il n'est jamais sorti du ministère de la Défense, des archives de la Défense. Eh bien, il sera là demain avec nous. Voilà, un grand dispositif exceptionnel. Ça démarre à 8 h jusqu'à 13 h. On parlera histoire, on parlera politique, on parlera aussi diplomatie. Et on espère, Virna, que le beau temps sera avec nous parce que pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Eh bien, on l'espère aussi, Julien. En tout cas, merci beaucoup. Et vous le voyez, à Compiègne, le soleil est arrivé au cours de la cérémonie. Et demain, ce sera une édition spéciale, comme aujourd'hui d'ailleurs, à suivre sur TV5 Monde. On parlait à l'instant de Donald Trump qui devait se rendre au cimetière du Bois-Bello, près de Château-Thierry, dans l'Aisne, pour une visite privée. C'est un haut lieu de pèlerinage pour les Américains. La visite a finalement été annulée pour des raisons météo. Mais Donald Trump a rencontré Emmanuel Macron lui aussi ce matin à l'Élysée pour évoquer notamment la question très sensible de la défense européenne. Ils ont ensuite déjeuné ensemble. Et à noter d'ailleurs que le président américain ne participera pas demain au sommet de la paix. Il ira normalement au cimetière américain de Suresnes. Et c'est Angela Merkel qui ouvrira ce sommet de la paix. Oui. Donc ce sommet de la paix, bon, il y a, je crois, le journal L'Opinion qui a titré que ça sera le sommet anti-Trump,
parce qu'il y a tous ceux qui croient encore aujourd'hui dans le multilatéralisme, à la coopération et pas à la confrontation, qui seront là. Et je crois ce qu'on a vu hier avec Trump, qui avait tweeté furieux contre Macron, Macron, avec ses propos sur la création d'une armée européenne était insultant. C'était une insulte. Oui. Donc c'est peut-être bien qu'il n'est pas là demain, et qu'il y a vraiment ceux qui croient au moins. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais je trouve que c'est important quand même de le faire. Alors voilà, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui attend ici de saluer le président de la République et la chancelière allemande. On peut dire que les politiques sont intimement liées. Voilà, et les relations effectivement entre les deux hommes ont été difficiles ces derniers temps. Seront-ils adversaires à la prochaine présidentielle? C'est aussi à ça qu'on pense quand on les voit dans quelques instants face à face. Bien évidemment, et Xavier Bertrand qui, ces derniers jours, appelait Emmanuel Macron à sortir du déni politique, des mots très forts. Bonjour, ça me semble compliqué. Vont-ils avoir un échange? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Malheureusement, on n'entend pas l'échange entre les deux hommes. Mais effectivement, cette semaine de mémoire a été extrêmement politique aussi. J'étais hier soir à Péronne et frappé de voir les huées qui ont accueilli le président de la République quand il est arrivé à l'hôtel de ville. Ça n'a duré que quelques instants, mais c'était fort. Il ne s'est pas démonté, il est allé face à la foule, il a discuté avec les gens et des gens qui disaient avoir du mal à s'en sortir. Exemple, cet homme de 58 ans qui travaille à mi-temps et qui gagne 500 € par mois. Une jeune fille de 16 ans aussi qui lui a parlé, qui veut devenir puéricultrice mais qui ne peut pas avoir cette formation à Péronne. Un autre homme qui lui a dit « J'ai 70 ans, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais aidez-nous ». Un homme qui travaille toujours à 70 ans. C'était aussi ça la tonalité de toute cette semaine. À chaque fois, l'économie, la politique, la mémoire ont été intimement liées. Voilà, il a voulu mettre en lien les souffrances du passé à celles d'aujourd'hui sur ces territoires du Nord et de l'Est. On va le rappeler, Dominique, c'est là la fin de ce parcours mémoriel pour Emmanuel Macron. C'est aussi la fin d'une aventure assez exceptionnelle sur l'antenne de France 3 où ça fait 4 ans que des journalistes sont mobilisés et vous proposent à vous téléspectateurs semaine après semaine des reportages exceptionnels sur la Grande Guerre, Dominique. Oui, ça s'appelle Histoire 14-18. C'est une collection qu'on a diffusée dans tout le nord-est de la France depuis l'été 2014. C'est le dernier week-end, mais vous pourrez revoir tous ces reportages sur un site internet dédié, Histoire 14-18. C'est très simple à trouver. 670 histoires réalisées par moi-même et mes camarades. J'en ai réalisé à peu près 140, 150. Des histoires sur la grande histoire, mais aussi de petites histoires, des histoires de petites gens, comme ici le caporal Cellier, celui qu'on a appelé le clairon de l'armistice. Et oui, c'était notre façon à nous, France Télévisions, de célébrer ce centenaire. N'hésitez pas à aller explorer ces reportages avec des archives incroyables. Et on va se quitter d'ailleurs en images sur ces visages de poilus au moment de l'armistice, sur les 8 millions de soldats français engagés. 6,5 millions rentreront chez eux, souvent blessés, parfois défigurés, mutilés. Ce sont eux les héros de cette guerre. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale ici en France et sur TV5 Monde. Merci à vous sur ce plateau et à toutes les équipes de France 3 mobilisées pour ce grand événement. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.